J'espère que mon français ce n'est pas mauvais. Alors moi je suis Francesca Elegaia. Nous sommes des étudiants de la faculté de philosophie ici à Bologna et nous faisons partie aussi de Mela Insana, qui est un collectif des étudiants qui se sont retrouvés pour penser, discuter et parler de tout ce qui suscite leur intérêt, on peut dire. Nous venons de différentes régions de parties de l'Italie et il y a aussi des personnes qui ne sont pas des étudiants de philosophie. Et on peut dire que le nom Mela Insana en italien c'est très similaire à melanzana, qui en français c'est l'aubergine. Nous avons choisi ce nom parce que on disait qu'en origine, quand les aubergines sont arrivées en Europe, les personnes pensaient que si on mangeait des aubergines, on devenait full. Et alors, les aubergines, à l'origine, étaient quelque chose de un peu drôle, pas normal, on peut dire. Et nous avons choisi ce symbole pour dire que quelquefois, nous aussi, nous ne sentons pas, non, nous sommes un peu différents de l'ordinaire, on peut dire. Et nous avons choisi pour cette raison ce nom. Pour cette interview, les étudiants de français nous ont aidés et je vais vous poser les questions en italien et puis leur traduire. Ok. Allora, per iniziare noi vorremmo rivolgere la nostra attenzione alle parole di una di Stephen Hawking che provengono da un'intervista che Stephen Hawking, una conferenza a cui Stephen Hawking ha preso parte nel 2011, in cui è stato messo, sottolineata qual era l'idea di Stephen Hawking della filosofia. Citazione da Stephen Hawking. In questa occasione Hawking afferma che quasi tutti alle volte ci chiediamo perché siamo qui, da dove veniamo. Tradizionalmente queste sono domande per la filosofia, ma la filosofia è morta. I filosofi non sono stati al passo con i moderni sviluppi della scienza, in particolar modo la fisica. Gli scienziati sono diventati i portatori della torcia della scoperta nella nostra ricerca di conoscenza. Quindi la sentenza di Hawking a proposito della filosofia è lapidaria e definitiva. La vita della filosofia in un certo senso ha raggiunto il suo termine. Noi al contrario siamo più ottimisti e speranzosi verso quello che può essere il futuro della filosofia, però non si può negare che ad oggi, in un'epoca come la nostra in cui la fisica, le neuroscienze, ma la scienza in generale hanno raggiunto un progresso mai visto prima, sicuramente il ruolo della filosofia sia ridimensionato agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi secondo lei qual è oggi lo statuto della filosofia et qual est anche il futuro della filosofia e cosa può voler dire oggi fare filosofia? Alors, je réponds français. Bien. Cette déclaration de Hawking est intéressante parce que, évidemment, il a tort, mais il faut expliquer pourquoi. Hawking pense que les questions perché siamo qui o dove veniamo sont des questions que la philosophie qui est morte ne peut pas envisager parce que la philosophie ne connaît pas les éléments pour répondre à ces questions. Ce qu'il sous-entend, c'est que la physique moderne pourrait répondre. Mais comme les philosophes ne connaissent pas la physique moderne, ils ne peuvent pas répondre. Donc, ce qu'il sous-entend, c'est que ces questions sont des questions qui, en fait, s'il y avait de grands philosophes sachant la physique moderne, trouveraient peut-être une réponse. Perché siamo qui, dove veniamo. Alors, ce qui est intéressant, ce serait d'expliquer à Hawking que jamais aucun progrès de la physique, ni la physique quantique, ni la physique relativiste, vous savez que d'ailleurs elles ne sont pas en accord l'une avec l'autre, c'est un grand problème de la physique fondamentale, ne pourront répondre à ces questions qui sont totalement, qui n'ont pas de sens scientifique. D'où venons-nous? Ça n'a pas de science scientifique. D'ailleurs, le fait de venir d'eux, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire.
Alors on va dire de quoi sommes-nous les faits? Quelle est la cause? Mais est-ce que la notion de cause, par exemple, a un sens quand on parle au niveau de l'infiniment petit, la science quantique? On sait que non, il n'y a pas de cause à ce niveau-là, ou au niveau infiniment vaste de la relativité généralisée. Et, bon, donc la notion de d'où venons-nous n'est pas une notion causale que la science puisse jamais utiliser. D'ailleurs, elle ne l'utilise pas. Et quant à la question pourquoi sommes-nous, alors là, la science peut décrire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas répondre à la question pourquoi. Bon, cette question pourquoi, c'est une question proprement philosophique. Elle a été en un sens inventée par Aristote, qui opposait le oti, le fait que, au dioti, le pourquoi ceci. Bon, ces questions sont des questions qui n'entrent pas dans le domaine de la physique, ancienne ou moderne, c'est d'ailleurs pour ça que Descartes et Galilée, par exemple, avaient très bien dit qu'en physique, on ne peut pas utiliser l'argument de la cause finale. On ne peut pas savoir pourquoi Dieu, si c'est Dieu qui a fait les choses, pourquoi Dieu a fait les choses comme ça. En physique, pourquoi n'a aucun sens. C'est pourquoi d'ailleurs les philosophes classiques avaient mis entre parenthèses la question de la cause finale, du pourquoi. Donc ici, Hawkins montre qu'il connaît sûrement mieux la science, la physique moderne que moi, ça c'est sûr, mais qui connaît très mal le rapport entre science et philosophie. Alors, une dernière remarque avant la traduction, c'est de savoir si ces questions pourquoi ou d'où venons-nous, c'est-à-dire de l'origine, d'où venons-nous, et de la fin, pourquoi, vers quelle fin allons-nous, est-ce que ces questions sont des questions philosophiques? Ça, c'est un débat très sérieux, parce que, à un sens, la philosophie a longtemps prétendu répondre à ces questions, et puis, depuis l'époque moderne, enfin, XVIIe siècle, disons Galilée, Descartes, Newton, tout ça, elle a cessé de pouvoir répondre à ces questions. De fait, la philosophie moderne a beaucoup de mal à aborder ces questions. Elle ne les aborde presque plus. Ce qu'on a appelé la philosophie de l'absurde, à supposer que Camus soit vraiment un philosophe, mais prenons garde à cette image, la philosophie de l'absurde, c'est justement le fait qu'on ne peut pas répondre à ces questions. Donc, il est possible que ces questions soient ni scientifiques, ni philosophiques au sens habituel du terme. Alors, moi, je ne cache pas que si ces questions ont du sens, ce qu'on peut discuter, pour moi, on ne peut guère les aborder que de manière théologique. Enfin, ça, c'est ma décision personnelle. Mais il faut bien comprendre que ces questions que Hawkins prend pour allant de soi sont des questions très questionnables. Et vos études sont orientées principalement vers la phénoménologie. Si on part du principe qu'il est plus difficile d'être simple que complet quand on donne des réponses aux non-experts du secteur, comment vous expliqueriez clairement qu'est-ce que c'est la phénoménologie à quelqu'un complètement novice dans la matière? Una questione difficile ma molto semplice in fatto. Possiamo capire la particolarità della fenomenologia meglio per opposizione alla filosofia prima della fenomenologia, cioè la metafisica. La metafisica come il sistema della metafisica, come la grande figura della filosofia nella modernità, tra Galileo, Cartesio, Kant, Hegel, eccetera. È basata su due principi, il principio dell'identità, che anche implica i principi di non contraddizione, i principi di terzo escludo, eccetera, e per la definizione dell'essenza di una cosa.
La cosa deve sempre rimanere identità a se stessa, senza contraddizione, così pensabile. L'altro principio è il principio di ragione sufficiente. Non c'è un evento, un fatto, una verità senza una ragione o una causa che esplica la sua effettività. Non è una cosa senza ragione, senza causa. E comprendere la cosa e comprendere e scoprire al fine la causa. E con questi due principi, senza eccezione, abbiamo i principi dell'esplanazione di tutti i fenomeni. I fenomeni, infatti, gli oggetti. Che c'è un oggetto è una cosa quando diviene ridotta a le cose che possiamo intendere di questa cosa. L'oggetto è una cosa ridotta alla conoscenza di questa cosa. E abbiamo anche le categorie, le determinazioni che possono essere spiegate e registrate in ogni caso di un oggetto. Un oggetto ha sempre una essenza, una sostanza, una qualità, una quantità, un luogo, una temporalità, una relazione, eccetera, eccetera, eccetera. E questi concetti sono a priori, che significa che in ogni caso possiamo fare la questione su questo oggetto e l'oggetto deve rispondere. Se l'oggetto ha risponduto nell'ambito dei due principi a priori, abbiamo la trasformazione della cosa in l'oggetto. Questa filosofia è una scienza a priori e c'est la ragione perché è la prima scienza. E le scienze positive sono una continuazione della scienza a priori. Sono tutte hanno una base metafisica. Hawkins is not aware of that, but we are. So, il successo della metafisica è lo stesso che il crollo della metafisica. La metafisica è possibile e vittoriosa perché ha principi e concetti a priori. Il prezzo di questa vittoria è molto alto perché dobbiamo escludere della metafisica ogni parte delle cose che non possiamo comprendere secondo i concetti a priori e i principi a priori. Dunque c'è un processo di successo che è lo stesso che il processo di esclusione. La metafisica ha sempre ragione perché quando non ha ragione la sua decisione è di dire niente da dire, non esiste. La fenomenologia è l'opposito. La fenomenologia è una filosofia a posteriori, che l'inizio della filosofia non è di dichiarare se le cose sono conosciute e conoscibili e dunque vere, eccetera, o no,
ma di descrivere le cose come appaiono senza all'inizio sapere se queste cose sono false o veramente essendo. Dobbiamo prima di tutto descrivere i fenomeni come appaiono, senza giudicare. Esattamente l'inversione del processo della metafisica. Dunque i grandi principi della fenomenologia, come Husserl e Heidegger l'hanno spiegato, Husserl Ideen, wie Idee per la fenomenologia, volume 1, sezione 24, ogni intuizione deve essere ricevuta nella misura che si dà e come si dà, senza questione di diritto. E Heidegger, Sein und Zeit, sezione 7, la fenomenologia è di lasciare le cose che si mostrano come si mostrano, si mostrare come si mostrano, lasciare la cosa apparire. Dunque c'è una filosofia a posteriori, dove riservano un po' più tardi la questione della verità, della verificazione, perché un fenomeno, per esempio un'immaginazione, un rêve, un sogno non è vero se la verità è una particolarità della vita nella sveglia, ma possono dire che il sogno è vero come sogno. E la ragione è perché forse c'è un significato del sogno, non soltanto per Freud, per gli anziani. L'interpretazione dei sogni implica che i sogni, come sogni fenomenali, hanno un significato. Dunque non sono veri come questa pipa su questa tavola. Beh, hanno forse un più importante significato che questa pipa. Dunque abbiamo da descrivere il sogno come sogno. E la fenomenologia ha un campo di investigazione molto più largo che la metafisica. La fenomenologia non fa progresso by eliminazione, ma con scoperto di nuovi spazi. E la ragione è perché la fenomenologia fu capace di intendere, capire campi completamente ignorati dalla metafisica. Per esempio l'intersoggettività, l'eroticismo, una grande parte della politica, la questione del visibile, della pittura, eccetera. Dunque è la ragione perché la fenomenologia, dopo la fine della metafisica, più che un secolo fa, e oggi, penso, se non la
forma dominante della filosofia, la forma la più fertile della filosofia. Troisième question. Et maintenant, une question pour ceux qui ont en revanche quelques connaissances de philosophie. Nous vous posons la même question présente dans Être et temps de Heidegger. Qu'est-ce que la phénoménologie doit la savoir? Qu'est-ce qui mérite le nom de phénomène dans un sens éminent? Alors la réponse, elle est relativement facile. Si on prend l'exemple de Heidegger. Parce que de fait, quand Heidegger dit il faut laisser les choses qui se démontrent, qui se montrent elles-mêmes comme elles-mêmes à partir d'elles-mêmes, se montrer elles-mêmes à partir d'elles-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors juste après, dans ce texte du paragraphe 7 de Sein und Zeit, Heidegger ajoute et donc la phénoménologie est utile surtout quand les phénomènes ne se montrent pas spontanément, ce qui est très juste. Alors quel exemple peut-on donner? Dans Sein und Zeit, il y a deux exemples absolument évidents. Par exemple, il montre, il y en a bien d'autres, mais il montre le moment où ce qui prend la place de l'homme, le Dasein, l'être là, devient véritablement égal à lui-même et à son essence. Ce moment, il le décrit sur le phénomène de l'angoisse. Alors le phénomène de l'angoisse, c'est très intéressant, parce qu'il le décrit comme l'expérience, non pas comme dans la crainte ou dans tous les autres sentiments, l'expérience d'un état particulier. Dans la peur, j'ai peur d'un objet. Dans l'amour, j'ai une attraction vers un objet. Dans l'angoisse, je suis menacé, mais je ne sais pas par quoi. Et c'est cette incertitude, comme dans un film de Hitchcock, on ne sait pas, ou dans Jaws, on ne sait pas où est le requin, s'il y a un requin, et on a peur parce qu'on ne sait pas. On a peur sans savoir de quoi. Et Heidegger dit c'est une expérience du néant. Et cette expérience, seul le Dasein peut l'avoir. Et c'est un phénomène par définition invisible, parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'objet, il n'y a même pas de chose, puisque c'est l'absence de choses ou d'objets qui cause l'angoisse. Alors, ce phénomène que Heidegger décrit très bien, et tout le monde a compris après ça, c'est un exemple d'un phénomène qui apparemment est invisible. On peut prendre un autre exemple, pas Heidegger, c'est chez Lévinas. Autrui, la connaissance d'autrui. Si vous êtes un philosophe intelligent, mais pas génial, Sartre, vous dites que quand vous voyez autrui, vous n'avez jamais la possibilité d'accéder à son altérité. C'est-à-dire que quand vous voyez autrui, vous voyez le visage d'une femme, elle est belle, elle est intéressante, vous êtes intéressé par ce que vous voyez. Mais évidemment, ce que vous voyez, elle est peut-être belle et complètement idiote, elle est peut-être intéressante, bien qu'elle ne soit pas très jolie. Bon, vous voyez bien qu'il y a un écart entre ce que vous voyez et la réalité. C'est-à-dire qu'autrui reste invisible. Alors Sartre dit qu'on ne peut pas connaître autrui, bon, très bien. Mais quand on est intelligent, comme Lévinas, on comprend que mon rapport à autrui n'est jamais le rapport au visage visible. Non que le visage ne soit pas visible, le visage est visible. Mais ce qui fait que autrui est autrui, c'est ce qui dans son visage n'est pas visible. C'est-à-dire le rapport éthique au visage d'autrui. Qu'est-ce que c'est qu'un visage? Ça n'est pas quelque chose que je vois, c'est quelque chose qui me voit. En français, on dit « qui m'envisage ». C'est quelque chose qui me voit. Et ce quelque chose qui me voit a sur moi un effet qui est d'abord un effet éthique, moral. C'est-à-dire, chez Kant, il faut que je me comporte vis-à-vis de l'autre en le voyant comme une fin et pas comme un moyen. Vous avez tous appris ça, deuxième technique. Mais dans le cas de Lévinas, autrui, ça n'est pas ce que je vois comme une fin plutôt que comme un moyen, c'est ce qui me voit, ce qui me regarde, ce qui me dit tu ne me tueras pas, ce qui a un droit, et en français on dit, je ne sais pas si c'est comme ça en italien, un droit de regard. Autrui, c'est ce qui a un droit de regard sur moi. C'est l'inversion du rapport. À ce moment-là, on voit très bien que ce phénomène est invisible,
Le visage est invisible, et c'est pour ça que c'est un phénomène. Ça, c'est de la phénoménologie au sens de Heidegger. Vous voyez, c'est quand même très intelligent, la démarche phénoménologique, quand c'est bien fait. Donc la phénoménologie passe son temps à rendre visibles des choses qui auparavant, quand on ne cherchait à voir que des objets déjà visibles, n'apparaissaient pas. Et une fois que le phénoménologue a fait son travail, ça devient évident. Tout le monde comprend très bien. La phénoménologie est intéressante parce qu'elle rend visible des choses qui ne l'étaient pas. Donc, comme il est ressorti de certains de vos interviews, vous vous êtes déclaré philosophe et croyant. La tension que l'on ressent habituellement entre la philosophie et la foi naît de l'affrontement entre deux significations de ce terme. D'une part, la philosophie qu'on lutte contre le dogmatisme et les principes axiomatiques. D'autre part, la foi entendue comme acceptation acritique d'assertion. Si on partage ces définitions, on comprend l'inconciliabilité entre la philosophie et la foi. De la philosophie et de la phénoménologie, nous avons déjà parlé. Nous vous demandons donc maintenant votre définition de la foi et dans quel rapport elle se situe avec la philosophie. Alors évidemment, c'est une question qu'on m'a posée très souvent. Je suis désolé de décevoir. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait identité entre la foi et la philosophie. Il n'y a pas de philosophie chrétienne. Comme dit tout le monde, il n'y a pas de mathématiques protestantes, il n'y a pas de philosophie catholique, et il n'y a évidemment pas de science musulmane. Contrairement à ce que beaucoup d'intellectuels musulmans disent. Bon, tout ceci est idiot, nous sommes d'accord, il faut distinguer science, théologie, etc., comme nous le disions au début de l'entretien. Mais par ailleurs, je n'ai jamais éprouvé la moindre contradiction, la moindre tension entre le fait que j'essaie d'être philosophe et j'essaie d'être chrétien. Je dis bien j'essaie, car pour qu'il y ait une tension, il faudrait que les gens qui disent qu'ils sont soumis à une tension, qu'ils sont déchirés, il faudrait qu'ils soient sûrs d'être philosophes et bons philosophes. Personne n'est sûr d'être un bon philosophe. La plupart des philosophes de profession sont d'assez mauvais philosophes. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et quant aux croyants, quelqu'un qui dit « je suis un croyant », il faut être assez idiot pour dire « je suis un croyant, un chrétien ». J'essaie peut-être un peu d'être un chrétien, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Donc déjà, la contradiction suppose deux ambitions ridicules. Elle suppose deux ambitions ridicules. Je suis un philosophe, absolument, et je suis un croyant, absolument. Ou alors je suis philosophe, absolument, donc je ne peux pas être croyant, ou l'inverse. C'est déjà une opposition enfantine, ridicule. Bon, on peut dire, je suis un supporter de la Juve, je déteste le Torino. Je suis un supporter du Torino, je déteste la Juve. Ça, je comprends. Mais il ne faut pas exagérer sur le rapport entre la foi et la philosophie. Première remarque. Deuxième remarque, quand un philosophe se définit comme celui qui est philosophe, donc qui s'oppose à tous les dogmes a priori. Je suis désolé, mais la philosophie, dans sa figure métaphysique, a toujours été dogmatique a priori. Je l'ai expliqué. Elle a toujours été dogmatique. Kant lui-même s'oppose aux dogmes de la métaphysique avec les dogmes de la critique. Il n'y a rien de moins dogmatique que la philosophie de Hegel. Et vous me direz, il y a Nietzsche qui s'oppose à Hegel, mais il est très dogmatique aussi. La philosophie, au sens classique du terme, est extrêmement dogmatique. Le doute, en philosophie, c'est ce qui doit être dépassé. De ce point de vue, la théologie est beaucoup plus modeste, parce qu'une grande partie des questions théologiques, en bonne théologie, n'ont pas de réponse. La pensée de Dieu en tant que telle, la fin des temps, le jugement dernier, tout ceci, les théologiens, quand ils sont intelligents, sont modestes.
Donc cette opposition est très superficielle, c'est une opposition polémique, un peu ridicule. Non, là, le problème est le suivant, c'est de savoir comment la philosophie se définit, et nous avons vu qu'il y a au moins deux définitions de la philosophie. La définition a priori, que Schelling appelait la philosophie négative, et la position a posteriori, qui me semble-t-il est le cas de la phénoménologie, qui correspond à ce que Schelling, juste après Hegel, nommait la philosophie positive. Alors, le rapport de la foi religieuse, en particulier du christianisme, à la philosophie dépend de la philosophie à laquelle vous vous adressez. Alors, qu'il y ait eu un rapport conceptuel entre le dogmatisme de la métaphysique et une interprétation très dogmatique, d'ailleurs moderne, du christianisme, disons au XIXe siècle, le néo-thomisme, etc., une vision très dogmatique et très formelle. C'est certain, c'est un fait historiquement documenté. Mais c'est peut-être pas la situation normale. Alors moi, je constate, là je me fais l'historien de la philosophie récente, du siècle dernier, que quand on est passé à la philosophie non métaphysique, phénoménologique au sens étroit et aussi au sens large, le rapport à la question des religions et du christianisme et du judaïsme en particulier a été totalement changé. Parce que la théologie est forcément a posteriori, elle vient d'un événement de révélation. Et la phénoménologie, est suggérée, est a posteriori aussi. Donc il peut y avoir des coupures, des superpositions. Et c'est le cas, par exemple, pour la question, c'est pas un hasard si parmi les plus grands philosophes du siècle dernier, la plupart ont un background religieux. C'est vrai pour Lévinas, c'est vrai pour Ricoeur, c'est vrai pour Michel Henry, mais c'était vrai pour Husserl. Maintenant, on le sait, la question de Dieu est originelle chez Husserl. Et c'est vrai pour Heidegger, son rapport au christianisme, au judaïsme conflictuel est déterminant. C'était vrai pour Derrida. Donc, comme par hasard, les grands phénoménologues du siècle dernier ont tous un rapport privilégié à la religion. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous croyants. La question n'est pas là. C'est que les questions religieuses devenaient abordables, le terrain religieux devenait abordable par la philosophie, parce que la philosophie devenait a posteriori. Alors, on peut même se poser des questions à propos de la psychanalyse. On peut même se poser une question à propos du marxisme. Par exemple, le marxisme, tout le monde sait que c'est une eschatologie laïcisée. Et c'est très étrange, l'écart entre Hegel, l'eschatologie hegelienne qui est fermée sur l'État prussien, qui se clôt, qui devient inintelligible, et l'eschatologie athée, elle aussi, de Marx, qui est le contraire, ouvre l'histoire. De la même manière, la mort de Dieu chez Nietzsche est évidemment pensée théologiquement, parce que la mort de Dieu ouvre la question des nouveaux dieux, comme dira Heidegger. C'est-à-dire, loin que ce soit la fin de la question de Dieu, je dirais que la mort de Dieu, au sens du Dieu étroit de la métaphysique qui est mort pour Hegel, ouvre la question de Dieu et ne la referme pas. On pourrait poser la même question à propos de Freud. Donc, le rapport entre le domaine religieux et les investigations de la philosophie est profondément modifié. C'est pourquoi le conflit traditionnel, 18e siècle, Voltaire, etc., entre la foi et la raison est une plaisanterie. Seuls les gens peu croyants et les gens peu philosophes peuvent dire des choses comme ça. Je suis désolé de simplifier les choses, enfin, c'est vraiment comme ça que la question se pose. Un concept clé dans vos œuvres est le phénomène érotique. Dans quel sens l'amour est-il analysable comme phénomène? Et en tant que phénomène, est-ce quelque chose qui se donne comme une nécessité ou comme une contingence? Il fenomeno erotico si dà
come un evento, una contingenza, ma un evento che non possiamo mai sbagliare. Non sono liberi di non avere o di avere l'esperienza del fenomeno erotico. È inevitabile, è una possibilità necessaria, ma anche indeterminata. La definizione dell'uomo come l'animale che pensa o che ride è superficiale. La definizione dell'uomo è l'animale che fa l'esperienza del fenomeno erotico sempre, in una situazione o un'altra, un fenomeno erotico lieto o triste, o così nella maggioranza dei casi lieto e triste. Dunque l'esperienza del fenomeno erotico, il tema del mio libro fenomeno erotico, è precisamente che possiamo evitare molti episodi nella nostra vita, ma non possiamo evitare il fenomeno erotico. E l'ultima sfida, l'ultima questione della nostra vita, e la nostra vita sarà giudicata per noi, non per un altro. La mia vita è giudicata come bene o sbagliata, eccetera, per me, secondo l'argomento della mia esperienza del fenomeno erotico. Dunque, il fenomeno erotico è un fenomeno privilegiato, perché è un fenomeno che contraddice la logica della metafisica. Per esempio, è un fenomeno che non ha una cosa, appare senza ragione, perché tu e non tu, perché io e non un altro, perché un altro e io all'insieme. Non ragione. E non temporalità, perché è corto o lungo, eternale o caduce, o le due insieme. È un fenomeno che precede la mia conoscenza di questo fenomeno. Quel est le moment où je suis amoureux? C'est le moment où je dis à mon meilleur ami, oh, c'est pas grave, je ne suis pas amoureux. Quand on dit à son meilleur ami, ne t'inquiète pas, cette fille, je parle comme un garçon, je n'en suis pas amoureux, à ce moment-là, on est définitivement amoureux pour longtemps, ça va durer. Bon. L'incoscienza di essere amoroso è un segno di essere amoroso. Questo fenomeno contraddice le leggi e le regole della fenomenalità degli oggetti del mondo. È il caso ultimo dell'umanità del io. E la ragione perché è centrale per la filosofia e c'è il caso che è centrale per la teologia anche. Pour conclure notre interview, il est probable que votre nom entrera dans le prochain manuel de philosophie contemporaine. Quel effet cela vous fait-il ou vous ferait-il vous lire dans un tel index? Serait-ce une autre confirmation de la valeur de votre travail ou cela vous laisserait-il indifférent?
Alors, je suis déjà dans des manuels ou dans des encyclopédies, des dictionnaires. La première fois, on se dit, tiens, c'est quand même très bien. Mais au bout d'un certain temps, on a une vision plus modeste. D'abord, dans les mêmes dictionnaires, on trouve des gens, dont des noms, de gens que l'on connaît et qu'on ne trouve pas si bons que ça. Donc ça diminue la satisfaction de vanité. Et puis aussi, on sait qui a fait le dictionnaire. Donc on sait évidemment qu'il a ses bons et ses mauvais auteurs. Donc ça diminue aussi la satisfaction. Et après, il y a une chose plus terrible. C'est de voir dans le passé les grands philosophes qui ont été vivants, qui ont été célèbres. Alors, on s'aperçoit que les philosophes qui ont été reconnus de leur vivant, et souvent à un très haut niveau, ont disparu très vite. C'est-à-dire des grands philosophes français qui ont eu un pouvoir énorme, une notoriété énorme, je dirais Victor Cousin, Lacépède, Léon Brunswick, enfin il y a encore des noms encore plus considérables. Évidemment, vous ne les connaissez pas, ou très peu, ils ont été des dieux, comme en littérature. Anatole France, immense Anatole France. Bon, donc, il y a un problème quand on reçoit des honneurs de son vivant, c'est qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui ont reçu des honneurs de leur vivant et qui ont disparu après leur mort. Leur œuvre aussi. Donc il y a une nouvelle angoisse. C'est-à-dire, je ne dis pas que pour faire un travail sérieux, il faut être combattu, ignoré et méprisé de son vivant. Je dis qu'être reconnu de son vivant est une garantie faible. J'ai eu la sagesse, car j'ai des qualités, j'ai eu la sagesse de le réaliser. Donc, ma véritable satisfaction est la suivante, c'est que les livres soient, au moins de mon vivant, réédités. C'est-à-dire que mes livres ne meurent pas avant moi. C'est le cas. Qu'ils soient traduits dans des langues que je ne connais pas. C'est le cas. Bon, pour le reste, ça appartient à Dieu et on s'en moque. Il y a un point très important. Le succès littéraire, le succès mondain, c'est très agréable et il faut en avoir. Parce que sinon, on devient méchant, on hait les autres, on se hait soi-même, on est invivable et on est malheureux. Donc il faut du succès. C'est très important d'avoir du succès. Il en faut tôt et pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais avoir beaucoup de succès de son vivant est une chose très dangereuse. Ça rend fou, ça rend immoral, ça rend paresseux. Non. Donc la question du succès doit être soumise à l'opération fondamentale de la phénoménologie, la réduction. Il faut mettre ça entre parenthèses. Et l'indifférence est capitale. Et beaucoup de ce qu'on appelle les intellectuels, j'en parle puisque j'en fais partie. Le grand défaut des intellectuels, c'est qu'ils ne sont pas indifférents. Ils ne sont pas indifférents à leur renommée. Et c'est pour ça que beaucoup sont médiocres, paresseux, fous, immoraux, etc. Il faut être indifférent à son destin personnel pour avoir un destin. L'intérêt d'une carrière intellectuelle, c'est que ce que l'on dit est plus important que celui qui le dit. L'erreur, c'est que la plupart des gens qui disent quelque chose pensent qu'eux-mêmes sont plus importants que ce qu'ils disent. La conséquence, c'est que pour rester importants eux-mêmes, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Je sais que je suis critique en disant ça, mais je sais de quoi je parle.
puisque c'est la tentation constante. On a toujours envie d'être un intellectuel. Qu'est-ce que c'est un intellectuel? C'est quelqu'un qui est admirable et compétent dans un domaine précis, et qui, pour se faire connaître, parle dans un domaine qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça que les intellectuels disent toujours des bêtises, très souvent des bêtises. Et moi, j'ai la tentation d'être un intellectuel. Après tout, je pourrais parler des droits de l'homme au Qatar, je pourrais parler de la guerre d'Ukraine, je pourrais parler du droit des femmes. Je suis capable de faire ça aussi. Et je dirais quoi? Dans le meilleur des cas, ce que tout le monde dit. Et puis, pour être plus original, une grosse bêtise. Et je serai content parce qu'on parlera de moi. Ça, c'est le piège. Il faut toujours parler d'autre chose que de soi. E ça n'est pas facile. Perfetto, allora con questa domanda si conclude l'intervista che noi abbiamo preparato per il professore. Non so se nel frattempo ci sia qualche domanda, altrimenti credo che siamo in perfetto orario per concludere. Perfetto, allora ringraziamo il professor Marion, le gentilissime ragazze che ci hanno aiutato e grazie ancora. Grazie.